Shine était un geek faible et pathétique, sans aucun charisme ni prestance, jusqu'au jour où un parasite extraterrestre a attaqué son corps et a remplacé sa main. Même s'il voulait s'en débarrasser au début, il finit par l'accepter comme partenaire et décide de combattre d'autres parasites mangeurs d'hommes, devenant au passage un vrai tombeur. L'histoire commence quand Shin se réveille et entend une voix faible lui dire que c'est regrettable qu'il ait échoué. Shin panique en entendant ça, mais se dit que ce n'était qu'un horrible cauchemar qu'il a fait la nuit dernière. Il chasse ses pensées et descend prendre son petit déjeuner où ses parents lui demandent s'il va bien car il agissait bizarrement hier soir. Ce pauvre geek ne se souvient même pas clairement de la veille et décide de sauter le petit déjeuner pour aller en cours. En chemin, Murano, la fille qu'il aime, l'attaque par surprise, mais sa main droite bloque le coup par réflexe. Murano est surprise par ses réflexes, mais Shin lui explique que sa main a bougé toute seule. Juste après, il commence à peloter Murano, qui s'énerve et le gifle avant de s'enfuir, et leur amie commune, Takai, dit à Shin que c'est ce qui arrive quand on est un puceau frustré. Bref, une fois à l'école, Shin s'endort, car il n'a pas beaucoup dormi cette nuit à cause de l'attaque du parasite. Il a tenté d'entrer dans son cerveau par l'oreille, mais ses écouteurs l'ont bloqué, et quand il a essayé par le nez, Shin a éternué et s'est réveillé. Il a aperçu l'alien et a cru que c'était un serpent, mais la créature lui a sauté dessus et a commencé à s'enfoncer dans sa main droite. Heureusement, Shin a utilisé le fil de ses écouteurs pour serrer son bras et stopper le parasite, voilà pourquoi les écouteurs filaires restent les meilleurs. Ses parents ont accouru pour voir ce qu'il avait, et son père lui a dit de changer de dealer, car il devait planer pour voir des serpents entrer dans son corps. Shin se réveille soudainement de son rêve sur les événements de la veille et voit un prof devant lui, furieux qu'il utilise son téléphone en cours. Shin essaie de dire qu'il n'a rien fait, mais de toute évidence, les preuves disent le contraire. Plus tard, Murano lui en veut toujours, et Takai décide de faire la médiatrice car elle s'inquiète pour la santé mentale de Shin. Il décide de rentrer plus tôt et se demande si sa main droite a vraiment un problème ou s'il imagine tout ça. En chemin, il voit une petite fille traverser imprudemment alors qu'une voiture fonce droit sur elle. Il agit par instinct, protégeant la fillette tout en arrêtant la voiture de sa main droite. Shin n'en croit pas ses yeux, mais en regardant sa main droite, il voit qu'elle a changé de forme et qu'un œil est apparu au milieu. Elle redevient vite normale, mais c'est suffisant pour le terrifier et il rentre chez lui en courant. Il fait une crise de panique dans sa chambre et essaie de se poignarder la main droite, qui se transforme soudainement en un alien capable de parler par bribes, ce qui reste un meilleur anglais que celui des arnaqueurs de cartes cadeaux. Il dit qu'il n'a pas pu prendre le contrôle du corps et qu'il est devenu la main droite après l'avoir mangé, et Shin se croit schizo. Il attaque soudain l'alien qui contrôle son bras, mais celui-ci brise facilement le couteau et l'envoie valser. La créature demande alors à Shin de lui apprendre à parler car elle n'est pas encore douée, mais elle s'endort soudain et sa main redevient normale. Shin est déconcerté, il cherche des indices sur le net mais ne trouve rien et finit par décider de faire comme si de rien n'était. Pourtant, il ignore que les aliens se sont déjà répandus dans le monde entier, remplaçant les humains et les dévorant. Le lendemain matin, Shin se réveille et trouve l'alien en train de lire calmement pour s'informer sur le monde. Il peut désormais parler clairement, montrant des signes d'hyper-intelligence et peut aussi se transformer en d'autres créatures. Shin commence à s'habituer au parasite et lui demande s'il est un alien, mais la créature dit ignorer d'où elle vient. Il ne se souvient que de son réveil dans son bras, et la première chose qu'il a ressentie fut l'insatisfaction d'avoir échoué à prendre son cerveau. Cela fait paniquer Shin, mais l'alien explique vite qu'il ne peut plus rien faire puisqu'il a déjà mangé son bras et l'a remplacé. S'il avait pris sa tête à la place, les choses seraient différentes et il serait aux commandes de son corps. Shin dit qu'il va tout de suite à l'hôpital pour se faire couper cette main droite monstrueuse, mais l'alien dit que c'est une très mauvaise idée car il se nourrit des nutriments de Shin, et s'il est coupé, il mourra. Shin perdrait aussi sa main droite qui a une bouche et peut changer de forme, ce qui est la plus grande bénédiction qu'un type comme lui puisse espérer. Shin l'appelle un parasite, mais la créature dit qu'ils devraient simplement coopérer l'un avec l'autre. À peine a-t-il dit ça que le parasite se fatigue et s'endort, rendant à la main du héros son aspect normal. Plus tard, Shin prend son petit déjeuner et entend son père lire le journal, parlant d'une série de meurtres brutaux surnommés les meurtres de la viande hachée. Il part ensuite à l'école mais décide qu'il devrait probablement se rendre à la police et tout leur dire sur sa main alien. Cependant, le parasite lui dit que ce n'est pas une bonne idée car ils deviendraient des rats de laboratoire pour des scientifiques cinglés. Soudain, il le prévient que l'un d'eux est proche, expliquant que les parasites peuvent sentir les ondes cérébrales des autres. Shin décide de suivre la direction du nouveau parasite, mais il prend vite peur car il pourrait avoir pris le contrôle d'un humain et il ne sait pas à quoi s'attendre.
Son parasite, pourtant, continue de le traîner et ils finissent par trouver un chien mangeant le cadavre d'un autre chien. Shin se demande ce qui se passe, mais en voyant que le chien a été pris par un parasite, il panique complètement. Le chien parasite regarde sa main droite et dit qu'il a échoué lui aussi, puis soudain, l'alien remarque son intention de tuer. Il entraîne Shin à l'abri car ils ont besoin de se calmer avant de se battre. Pendant ce temps, le chien parasite se transforme, déploie des ailes et s'envole. Il les repère vite cachés dans un parc, mais l'alien de Shin dit qu'ils vont l'affronter ici. Il lance soudain une attaque sur le chien volant avec des tentacules d'acier et lui transperce le cœur d'un coup précis, le tuant net. Shin n'en revient pas car tout est allé si vite, mais l'alien observe attentivement le parasite canin se recroqueviller et mourir. Il déclare froidement qu'il a perdu par manque d'études, et Shin réalise que son partenaire n'a aucune empathie, tel un insecte sans émotion. Ailleurs en ville, une femme se fait harceler par des voyous quand un homme surgit et les neutralise tous sans le moindre effort. Il raccompagne ensuite la femme, tel un gardien stoïque, mais les voyous reviennent soudainement à la charge. Ils le frappent à la tête avec une batte, mais l'homme ne bronche même pas. Au lieu de ça, il dit calmement que son estomac ne peut pas gérer 4 personnes à la fois. Personne ne comprend, mais soudain, sa peau se détache comme des écorces d'orange dans une pub, et il les dépaisse avec ses tentacules tranchants en à peine quelques secondes. Le parasite change alors d'apparence pour ne pas se faire prendre et poursuit sa route. Pendant ce temps, Shin décide de garder l'alien sans prévenir les autorités car après l'incident du chien, il sait qu'il serait en danger sans lui. Il trouve ça bizarre de l'appeler l'alien tout le temps, alors il essaye de lui donner un nom. La créature lui demande de l'appeler Migi, ce qui signifie droite en japonais, bien qu'elle avoue se moquer des noms, n'étant ni humain ni animal. Plus tard, grâce à Migi, Shin devient très doué en sport, ce qui fait que Murano commence à craquer pour lui. Cela rend aussi la brute de la classe jalouse, car il aime aussi Murano. Après le match, Takai amène Murano parler à Shin pour qu'il puisse oublier l'incident passé. Shin peut enfin s'excuser et elle lui pardonne, mais seulement s'il accepte de l'emmener prendre un dessert dimanche prochain. Elle est ravie, mais Murano remarque alors que quelque chose chez lui semble différent. Cependant, après son départ, Migi note que le rythme cardiaque de Shin était anormal en lui parlant, et qu'il en pince pour elle. C'est alors que la brute interpelle Shin et l'affronte avec colère pour avoir attiré toute l'attention de Murano. Shin tente d'éviter la bagarre, disant qu'il n'y peut rien, mais le gars l'attaque sans prévenir. Shin a peur que Migi ne s'énerve et ne tue ce pauvre malchanceux, mais heureusement, il se retient et se contente d'utiliser un gamu-gamu au pistolet pour mettre le harceleur à terre, ce qui suffit à le faire fuir. Plus tard, Takai évoque les meurtres sanglants, les mêmes dont le père de Shin lisait le récit. Personne ne sait qui est derrière tout ça, mais des cas similaires apparaissent partout, ce que Takai trouve trop suspect. Cependant, Shin réalise soudain que les responsables de tous ces meurtres doivent être les aliens parasites. Une fois rentré, Shin fait des recherches sur les meurtres et interroge Migi, qui confirme que c'est bien l'œuvre de son espèce. Il explique qu'ils ont vu un parasite possédant un chien en manger un autre, ce qui indique qu'ils ne mangent que l'espèce de leur hôte. Il dit que puisqu'ils sont cannibales, il est naturel qu'ils mangent des humains lorsqu'ils les utilisent comme hôtes. Shin panique en entendant cela et se demande s'il doit informer le monde et tenter de sauver l'humanité. Mais Migi ne comprend pas pourquoi il s'en préoccupe autant. Selon Migi, les siens mangent juste pour survivre, et c'est ainsi que fonctionne la nature. Shin dit que la vie humaine est précieuse, mais Migi rétorque qu'il ne valorise que sa propre vie et celle de Shin car il a besoin de lui. Shin traite Migi d'insecte et de parasite, mais Migi le prévient que s'il s'oppose à lui, il lui coupera la langue pour qu'il ne puisse rien dire. Terrifié par le parasite, Shin abandonne l'idée. Migi continue de débattre et souligne que les humains mangent toutes sortes d'animaux alors que son espèce n'en mange que peu. Ainsi, selon lui, les humains pourraient en fait être pires. Le lendemain, un autre extraterrestre repère Shin et Migi. Migi le sent immédiatement aussi et prévient Shin. Il ne trouve pas l'alien dans le marché bondé, alors Migi suggère d'aller dans un endroit calme et Shin accepte. Il dit vouloir rencontrer l'autre alien, mais Migi pense que c'est de la folie. Il demande pourquoi il n'a pas peur puisqu'il pourrait mourir alors qu'il se faisait dessus de peur hier. Shin répond qu'il veut en savoir plus sur les parasites afin de protéger les humains d'eux. Bientôt, l'autre type apparaît. Il regarde la main droite de Shin et pense immédiatement que c'est dangereux car le cerveau humain de Shin est intact. Il avance calmement tandis que Migi menace de le tuer s'il tente quoi que ce soit. L'homme fait une offre et demande à Migi de migrer vers lui, disant qu'il est encore temps pour lui de changer d'hôte. Pour prouver ses dires, il transforme son corps, se coupe la main et dit à Migi de le rejoindre car ils seront plus forts ensemble. Shin panique, pensant que Migi pourrait changer de camp mais il ne bouge pas.
L'autre parasite s'impatiente et attaque, mais Migi réagit instantanément et le neutralise. L'autre alien est choqué et n'en revient pas d'avoir perdu, et Shin remercie Migi de lui avoir sauvé la vie. Cependant, il répond qu'il n'était même pas sûr que changer de corps soit possible, c'était donc l'option la plus sûre. Le lendemain, Shin et Murano sortent manger un dessert, et Murano dit que ses parents ont peur à cause des meurtres sanglants. Shin se demande discrètement comment elle réagirait s'il lui parlait un jour de Migi. Ils traversent ensuite un parc et trouvent des garçons enterrant un chat dans le sable et lui jetant des pierres pour s'amuser. Murano est blessée par cette scène et dit qu'elle ne supporte pas de regarder ça. Elle veut partir, mais Shin montre qu'il a un cœur d'or comme Superman. Il s'avance et sauve le chat, disant aux garçons d'arrêter de blesser des créatures innocentes. Les garçons le traitent de vieux jeu pour avoir interrompu leur plaisir et lui lancent des pierres alors qu'il s'en va. Mais Migi les attrape toutes. Shin lance alors un regard intense aux garçons, ce qui les effraie complètement, et il s'enfuit. Eh bien, c'était plus qu'assez pour impressionner Murano qui a saisi la main de Shin. Mais son instinct lui dit que quelque chose ne va pas, alors elle passe de sa main droite à sa gauche. Quelques jours passent et le nombre de meurtres de type viande hachée continue d'augmenter. Shin est dégoûté par les nouvelles, et Murano commence à remarquer qu'il devient chaque jour plus distant et différent. Un jour, en allant à l'école, Migi sent soudain un autre parasite à proximité. Shin devient vigilant en entendant cela, mais quand Migi montre le bâtiment de l'école, il commence à paniquer comme jamais. À l'école, Shin scrute anxieusement les couloirs pour trouver le parasite, et Migi l'avertit de ne pas paraître suspect, car si le parasite est proche, il pourrait les sentir aussi. À ce moment-là, une nouvelle enseignante est présentée à la classe sous le nom de Mademoiselle Tamiya, et dès qu'elle monte sur l'estrade, Migi confirme qu'elle est le parasite. Pire encore, elle est désignée comme professeur principal de Murano. Shin devient inquiet en entendant cela, et Migi l'avertit à nouveau de ne pas regarder Tamiya, mais il ne peut s'en empêcher, et la femme le remarque, réalisant qu'il est aussi l'un des leurs. Plus tard, pendant le cours de sport, Migi fait remarquer à quel point Tamiya doit être intelligente, car elle a réussi à maintenir l'identité et la position sociale de son hôte, et elle travaille aussi comme enseignante. Shin se demande si elle prévoit de finir par manger tout le monde à l'école, mais Migi dit qu'elle ne voudra pas se faire démasquer, donc elle ne se nourrira pas des gens près d'elle. En classe, pendant que Tamiya enseigne, Migi s'endort et Shin panique car il pense être en danger. Il s'en sort tant bien que mal pour le reste du cours, et après, Tamiya lui demande de venir au bureau plus tard. Les autres garçons le taquinent, plaisantant sur le fait qu'il attire l'attention de la prof sexy, et Shin s'emporte contre eux parce qu'ils ne savent pas à quel point il est dans le pétrin. Quoi qu'il en soit, il se rend au bureau, et heureusement Migi se réveille à temps. Une fois à l'intérieur, Tamiya va droit au but. Elle assure calmement à Shin qu'elle n'a aucune envie de le combattre. Au lieu de cela, elle l'invite à se voir après les cours pour une discussion plus formelle. Migi accepte immédiatement, mais Shin est méfiant, craignant un piège. Tamiya dit que si elle avait voulu le tuer, elle l'aurait déjà fait, et révèle qu'elle est juste curieuse de leur lien hybride inhabituel. Elle promet d'échanger des informations avec eux et peut-être même de coopérer à l'avenir. Après l'école, Shin va la retrouver, mais Migi détecte soudain deux parasites qui approchent. Shin panique à nouveau, mais Migi ne peut pas encore dire s'il s'agit d'un piège. Bientôt, Tamiya arrive avec un homme qu'elle appelle Monsieur A, car il n'a ni nom ni personnalité. Instantanément, la tension monte entre lui et Migi, mais Tamiya la dissipe, disant que ça ne sert à rien de se battre. Ils s'assoient tous pour discuter, et Tamiya demande à Shin ce qu'il pense que leur espèce est. Shin répond de façon brutale qu'ils sont des monstres mangeurs d'hommes. Tamiya comprend pourquoi il dit ça, mais elle pense qu'ils sont plus que ça. Elle révèle soudain qu'elle et Monsieur A ont eu un rapport non protégé il y a quelques semaines, et qu'elle est enceinte. Shin la regarde, horrifiée, et Tamiya lui demande quel genre de créature il pense voir grandir en elle. Migi répond que c'est un bébé humain normal, et Tamiya le confirme, visiblement perplexe elle-même. Shin refuse de se laisser convaincre par cela, persuadé qu'ils restent des monstres mangeurs d'hommes. Pendant que tous les trois ont leur discussion philosophique, Monsieur A commence à s'ennuyer. Il se lève, déclarant qu'il ne voit aucun intérêt à une telle discussion et qu'il continuera à tuer et à se nourrir d'humains. Cependant, il voit désormais Shin comme une menace potentielle et décide de l'éliminer prochainement. Une fois qu'il part, Tamiya avertit Shin de ne pas la provoquer, car s'il essaie de la menacer, elle pourrait facilement tuer toute une classe, y compris Murano, dont elle sait qu'il a des sentiments pour elle. Cependant, elle le rassure en lui disant que pour l'instant, elle préfère la paix et rester anonyme. Le lendemain en classe, Takai mentionne avoir vu Shin dans le bus la veille au soir. Elle dit qu'elle et Murano s'inquiétaient pour lui, mais il lui cache la vérité.
Soudain, Migi lui murmure qu'ils sont attaqués, et Tamiya remarque aussi que Monsieur A est déjà dans l'école. Tamiya libère calmement sa classe pour qu'ils étudient seuls et sort de la pièce. Pendant ce temps, Monsieur A commence un massacre et Shin décide qu'il doit l'arrêter. Migi soupçonne que Tamiya ne s'en mêlera pas car elle est trop logique pour prendre parti et qu'elle se contentera de les surveiller. À ce moment-là, ils entendent un message à l'interphone demandant aux élèves d'évacuer le bâtiment immédiatement. Migi suggère qu'ils devraient combattre et vaincre Monsieur A en utilisant la foule comme leurre et bouclier pour contre-attaquer. Shin est furieux et refuse de faire quelque chose d'aussi inhumain. Au lieu de cela, il monte seul à l'étage, mais en chemin, il tombe sur Murano. Elle lui attrape le bras, mais il s'emporte et lui dit de rester loin de lui. Il arrive bientôt dans une salle de classe vide et Migi dit que le plan précédent était plus efficace, mais Shin insiste pour se battre comme un humain. Migi ne dit rien, mais comprend que les humains sont guidés par l'émotion, ce qui les rend stupides la plupart du temps. Shin construit rapidement une barricade avec des bureaux et des tables, puis demande à Migi s'il est en colère contre lui. Migi n'en tient pas compte car ils n'ont pas le temps pour ça et ils préparent déjà leur prochain coup. Il demande à Shin ce qui les différencie de Monsieur A et la réponse est qu'ils sont deux et qu'ils peuvent se répartir les rôles. Il coupe et aiguise rapidement un pied de chaise pour en faire une pointe de fortune et la donne à Shin comme arme. Il dit que Monsieur A sous-estime les humains et que si Shin peut frapper par surprise, ils gagneront. Shin écoute attentivement puis cache l'arme dans sa manche et juste à ce moment-là, Monsieur A traverse la fenêtre. Transformant la barricade de fortune de Shine en prison, Monsieur a dit à Shine qu'à part sa main droite, tout son corps est inutile et le craint, et qu'il ne vaut rien du tout. Cependant, Shin se rappelle que Migi l'avait prévenu que cela arriverait. Comme Migi dépend de lui, si Shin panique, cela le freinera aussi, alors il décide de se calmer. Soudain, Monsieur A les attaque et Migi bloque tous ses assauts. Shin se souvient du plan de Migi, feindre l'attaque en restant sur la défense. Comme A sous-estime les humains, il ne verra pas Shin comme une menace. Shin n'a d'autre choix que de faire confiance à Migi. Il s'approche lentement de Monsieur A qui ne lui prête aucune attention. C'est sa pire erreur, car Shin parvient à le poignarder à la poitrine avec le pied de table. A contre-attaque aussitôt, mais Migi bloque ses coups. Il est déjà trop tard pour Monsieur A. Le coup de Shin a touché une artère vitale du cœur et le sang jaillit de la plaie. Il parvient à écarter Shin, puis pousse le tube d'acier pour qu'il ressorte par son dos et stoppe l'hémorragie. Il s'éloigne de Shin en titubant et Migi dit qu'il devrait l'achever maintenant. Shin refuse car il ne veut pas commettre de meurtre, mais Migi lui dit que Monsieur A n'est pas humain et que techniquement on ne tue que des humains. Pendant ce temps, Monsieur A n'arrive pas à croire qu'un humain va le tuer. Il a compris que son corps est foutu et décide de tenter le tout pour le tout en cherchant un nouvel hôte, idéalement celui de Tamiya. Il s'approche d'elle, mais quand il ouvre son bureau, Tamiya s'échappe en laissant des bouteilles d'oxygène ouvertes. Monsieur A ne comprend pas son geste jusqu'à ce que l'oxygène provoque une énorme explosion, le tuant avant l'arrivée de la police. Shin est traumatisé par cet incident. Même avec le temps, il ne se fait pas à l'idée d'avoir poignardé un corps humain. Entre-temps, Tamiya a des ennuis avec l'école, car elle refuse de dire qui est le père de son enfant. Plutôt que de débattre de sa vie privée avec ces humains stupides, elle décide de démissionner et de changer d'identité. Elle voit Shin avant de partir et lui dit que, comme elle abandonne l'identité de Tamiya, elle n'a plus besoin de laisser ses proches en vie, lui y compris. Shin panique et lui demande pourquoi elle et les autres extraterrestres mangent des humains. Il lui dit que Migi survit grâce aux nutriments de son sang, donc les autres parasites pourraient aussi manger autre chose. Tamiya dit qu'il a peut-être raison, mais que pour eux, manger de l'humain est aussi naturel que voler pour une abeille ou tisser pour une araignée. Elle pense que toute vie sur Terre a une directive, sauf les humains, et que chacun suit ce que sa directive lui dicte. Elle dit qu'en prenant possession d'un corps humain, elle a senti que son but était de manger d'autres humains. Shin est terrifiée, mais il lui demande quand même ce qu'elle compte faire de son bébé. Tamiya répond qu'elle va accoucher, puis l'utiliser pour des expériences. S'il ne sert à rien, elle le mangera. Shin est outré par ses propos et Tamiya sent ses intentions. Elle se transforme pour l'affronter et Migi réalise qu'ils ne peuvent pas gagner contre elle car elle peut se métamorphoser en deux formes à la fois, ce qui signifie qu'elle est bien plus évoluée que lui. Cependant, Tamiya réalise soudain que Shin n'est plus un humain pur et elle décide de le laisser vivre pour pouvoir en apprendre davantage sur lui.
Plus tard cette nuit-là, elle reçoit la visite de la mère de la vraie Tamiya, qui comprend que la femme devant elle n'est pas sa fille. Elle lui demande qui elle est et où est sa fille, et Tamiya est choquée car elle ne pensait pas qu'un humain ordinaire puisse percer son déguisement parfait. La vieille femme décide d'appeler la police, mais Tamiya la tue avant cela. Cependant, elle est maintenant curieuse de savoir si la femme avait une capacité spéciale qu'elle aurait dû étudier davantage. D'un autre côté, quand Shin se réveille le lendemain matin, il s'aperçoit que Miji a disparu de son corps. Il panique pour finalement découvrir que Miji s'est séparé de son corps et fait une petite promenade dans la chambre. Miji se rattache vite à son corps, lui disant qu'il a découvert qu'il peut bouger même après avoir été séparé de lui, mais sa limite est de 3 minutes à la fois. Shin se demande s'il prévoit de prendre le contrôle de son cerveau maintenant et Miji lui dit que c'est impossible car il a mûri en tant que bras, il ne peut donc pas contrôler un cerveau. Cependant, cela fait craindre à Shin que d'autres parasites sachant contrôler un cerveau puissent échanger des têtes, et Miji pense que cela pourrait être vrai. Il va ensuite prendre son petit déjeuner et apprend que ses parents prévoient de partir en voyage. Shin leur dit qu'il est vraiment dangereux d'aller dans des endroits inconnus par les temps qui courent, et sa mère accepte de l'écouter et d'annuler le voyage. Cependant, elle veut savoir si quelque chose le tracasse ces derniers temps, mais il ne veut pas en parler, alors il part brusquement pour l'école. La raison pour laquelle Shin garde Miji secret auprès de ses parents, c'est parce qu'il craint que Miji ne tue ses parents sans hésiter, car il ne se soucie que de sa propre survie et n'accorde aucune importance aux émotions humaines. D'un autre côté, le père de Shin, Kazu, dit à sa mère, Nobuko, qu'elle est trop protectrice envers leur fils et que cela le met probablement mal à l'aise à cause de la cicatrice sur sa main. Nobuko se souvient clairement du jour où Shin était encore au collège et où il lui a demandé des plaques d'aluminium pour une expérience scientifique. Il a trébuché en essayant de prendre ses plaques sur une étagère haute et une casserole d'huile bouillante a failli lui tomber sur la tête. Les réflexes rapides de Nobuko l'ont sauvée, mais elle s'est gravement brûlé la main ce jour-là et Kazu pense que Shin ne veut plus l'importuner car il se sent coupable. Pendant ce temps, Miji commence à faire des recherches sur les armes à feu pour une utilisation future. Il dit à Shin qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour ses parents car les parasites semblent se concentrer dans les villes où il y a beaucoup d'humains à chasser et ils visent surtout les gens seuls. Il pense que les parents de Shin seront plus en sécurité lors de leur voyage à la plage qu'ici. Shin est soulagé d'entendre cela, mais juste à ce moment-là, sa mère entre et il cache nerveusement Miji. Elle lui demande à qui il parlait. Il répond qu'il se parlait à lui-même et lui crie de frapper à la porte la prochaine fois. Nobuko s'attriste un peu en entendant cela et quitte la pièce, disant à Kazu que leur fils lui a crié dessus. Il lui dit que c'est sûrement parce qu'elle l'a interrompu alors qu'il se polissait le poireau, ce qui est peut-être ma nouvelle expression préférée pour décrire l'acte. Plus tard ce jour-là, Shin dit à ses parents qu'il a changé d'avis et qu'il pense maintenant que c'est une bonne idée qu'ils partent en voyage. Nobuko, cependant, ne compte pas accepter ses sautes d'humeur sans broncher et elle s'emporte contre lui, lui demandant ce qui ne va pas chez lui. Elle se met à pleurer, disant que c'est comme s'il n'était plus son fils. Shin ne veut toujours pas lui parler de Migi, alors il dit qu'il avait peur de se sentir seul sans eux, mais qu'il a ensuite réalisé qu'il pouvait simplement inviter des amis s'il se sentait trop seul. Il retourne dans sa chambre après ça, et ses parents sont convaincus qu'il leur a dit la vérité. La semaine suivante, ils partent en voyage, et Nobuko est vraiment excitée car elle n'a pas eu de longues vacances ces dernières années. Ailleurs, un homme emmène sa nouvelle petite amie faire un tour en voiture, mais ce qu'il ignore, c'est qu'elle est un parasite. Elle ne comprend pas les choses humaines basiques comme le fonctionnement des ceintures de sécurité et le distrait pendant qu'il conduit, ce qui fait dévaler la colline à la voiture. Tous deux sont gravement blessés à la suite de cela et alors que le parasite réalise que le corps de l'hôte ne survivra pas, elle commence à désespérer. Elle attaque l'homme et prend possession de son corps, et bien que la prise de contrôle ne soit pas parfaite, au moins elle peut bouger. De retour à la maison, Shin est sur le chemin de l'école quand il demande à Miji ce que Tamiya voulait dire quand elle a dit qu'il était impur. Miji explique que certaines de ses cellules se sont infiltrées dans le sang de Shin et ont même atteint son cerveau, donc des parties de lui ont changé. Shin est choqué par cela et essaie de se convaincre qu'il est toujours un humain normal. À ce moment-là, il tombe sur un groupe de personnes en train de tabasser la brute de l'école. Il essaie de les arrêter, mais ils le frappent aussi et lui disent de dégager. Cependant, Shin se souvient que Migi a dit un jour que ce qui différencie les humains des parasites est leur capacité à agir pour les autres, même quand cela ne leur profite pas. Voulant se prouver qu'il est toujours humain, Shin prend à nouveau la défense de la brute. Mitsuo, le chef des voyous, le frappe. Mais avant que Miji ne puisse se réveiller, une fille nommée Kana intervient et dit à sa bande d'arrêter. Kana demande ensuite à Shin s'il est stupide, mais quand elle le regarde de près, elle sent quelque chose d'étrange en lui.
Elle remarque soudain la présence de Migi et demande à Shin ce qu'il est, bon sang, avant de prendre peur et de s'éloigner rapidement. À l'école, Shin reçoit beaucoup d'attention et d'éloges pour avoir défendu son camarade, et il essaie de rester humble car c'est un autre trait des humains. Plus tard, sur le chemin du retour, Shin et Murano croisent Kana qui les prend en photo et lui demande pourquoi il ne s'est pas enfui plus tôt. Shin dit que c'est juste ce qu'on fait quand quelqu'un de sa classe a des ennuis, mais Kana le traite de poseur et dit qu'il joue les moralisateurs mais cache sûrement quelque chose. Shin s'en va, ne voulant plus avoir affaire à cette peste, mais il sait qu'elle n'a pas tout à fait tort. Pendant ce temps, Mitsuo est jaloux que Kana s'intéresse à Shin, car il craque pour elle, et il décide de se venger. Lui et sa bande tabassent Shin et enlèvent Murano, et Shin parvient tant bien que mal à les suivre. Ils le mènent au même endroit que le matin même, et Shin leur ordonne de laisser Murano tranquille. Cependant, les voyous l'ignorent, et Mitsuo commence à le passer à tabac. Migi veut sortir pour l'aider, mais Shin l'en empêche car il veut gérer ça tout seul comme un homme. Même s'il n'a aucune chance, Shin continue de se battre. Migi lui dit que tous ici sont bien plus forts que lui et qu'il ne peut pas gagner, mais Shin s'en fiche car les humains se battent pour des causes qui les dépassent. Il fait de son mieux pour riposter mais se retrouve acculé, ce qui déclenche le réflexe de protection de Migi que Shin parvient de justesse à cacher. Heureusement, Kana arrive à ce moment-là et ordonne à tout le monde d'arrêter. Et l'instant d'après, des garçons du lycée de Shin arrivent, et une bagarre éclate entre eux et la bande de Mitsuo. Dans la confusion, Shin s'échappe avec Murano, et elle le raccompagne chez lui. Elle soigne ses blessures et lui dit qu'il a été vraiment courageux tout à l'heure en s'appuyant sur son épaule. Shin reprend espoir et lui demande si elle veut rester dormir puisque ses parents ne sont pas là, mais elle finit par rentrer chez elle. Migi en est déçu et dit qu'il aurait aimé observer la reproduction humaine. Shin lui dit de se taire et de dormir, mais à ce moment-là, Kana apparaît et lui demande à qui il parle. Shin esquive la question et Kana s'excuse pour tout à l'heure, disant qu'elle veut qu'ils soient amis. Shin accepte car il n'y voit aucun mal, mais alors qu'il se serre la main, Kana sent quelque chose d'étrange avec sa main droite. Shin remarque son malaise et se retire brusquement pour se précipiter chez lui où Migi lui dit de s'éloigner de Kana car elle semble trop perspicace. Il sent qu'elle peut percevoir la longueur d'onde que les parasites émettent pour se reconnaître, et même si Murano a une capacité similaire, l'instinct de Kana est bien plus fort. Il pense que cette fille est vraiment dangereuse, et Shin est d'accord avec lui. Ailleurs, le parasite qui a pris le corps de l'homme après l'accident a du mal car il n'a pas l'habitude d'être un mâle. Il veut à nouveau un corps de femme et décide de prendre la première femelle qu'il trouvera. Malheureusement, les parents de Shin ne sont pas si loin du monstre. Alors qu'ils admirent le coucher de soleil, le monstre surgit et prend la tête de Nobuko devant Kazu. Plus tard, Shin reçoit un appel de Kazu blessé qui dit qu'un monstre a attaqué sa mère et qu'il doit aller voir la police. Il raccroche là-dessus et Shin panique, craignant que le monstre soit un parasite ayant attaqué ses parents, mais il ignore où ils sont. Il s'endort en attendant des nouvelles et fait un cauchemar. Mais à son réveil le lendemain matin, Migi lui annonce qu'un alien est là. Shin s'énerve contre lui, disant que ses parents sont en danger car Migi avait dit qu'il serait en sécurité à la plage. Migi répond avec une logique implacable que sa suggestion était basée sur des probabilités et qu'il n'avait jamais rien promis. Il dit à Shin de se concentrer sur le combat et Shin prend un couteau pour aider, même si Migi pense pouvoir s'en charger seul. La porte se déverrouille soudain et Shin se demande comment l'alien a pu ouvrir la serrure de leur maison. L'alien entre alors dans la maison et Shin s'apprête à combattre, mais il est pétrifié en voyant sa mère entrer. Même s'il connaît la vérité au fond de lui, il ne peut pas l'accepter. Il accueille Nobuko, confus et tremblant, lui demandant pourquoi elle n'est pas avec son père. Migi lui dit calmement que ce n'est pas sa mère, mais un parasite, mais Shin refuse de le croire. L'alien dit que l'autre homme a dû mourir avant de rentrer, et que c'est une bonne chose pour elle. Dans sa confusion, Shin pointe son couteau vers Migi, l'empêchant de se transformer. Il appelle sa mère, voulant désespérément croire qu'elle est toujours là. Migi lui dit qu'elle est partie, mais Shin craque et menace de se couper la main droite s'il dit encore un mot contre elle. Shin, bouleversé, dit qu'il ne s'est jamais excusé auprès de sa mère pour lui avoir brûlé le bras quand il était petit. Le parasite, cependant, s'en moque. Elle se transforme et le poignarde en plein cœur, et Migi ne peut pas réagir à temps à cause du couteau. Shin s'effondre au sol, incapable d'accepter que sa mère soit devenue un parasite. Le parasite laisse Shin pour mort, disant à Migi que son hôte est mort et qu'il suivra, car c'est le sort de ceux qui ratent le cerveau. Cependant,
Miji réalise qu'il y a encore une chance de le sauver. Le cœur de Shine est touché, alors Miji en crée un nouveau, le place dans sa poitrine et le fait battre manuellement, bien que Shine soit inconscient. Il entre dans le corps de Shine pour continuer à le soigner lentement tout en retournant dans son bras droit, ce qui prend beaucoup de temps. Shine s'absente de l'école pendant des jours à cause de cela, et Murano s'inquiète et décide d'aller chez lui pour voir comment il va. Pendant ce temps, Miji continue de soigner Shine et le nourrit même pendant son sommeil. Quelques jours plus tard, Shine finit par se réveiller. Bien qu'il soit devenu très faible, il remarque vite qu'il n'a plus besoin de ses lunettes, ce qui lui semble étrange. Il décide alors de se débarbouiller, et c'est là qu'il découvre une cicatrice sur sa poitrine, lui rappelant tout l'incident. Il ressent une vive douleur au cœur et fait une dépression nerveuse. Mais juste à ce moment, le téléphone sonne, et il décroche pour apprendre que son père est hospitalisé. Shine est soulagé d'apprendre qu'il est toujours en vie et se précipite immédiatement pour le voir. Dehors, Murano l'attend, et en voyant Shine, elle lui dit qu'elle s'inquiétait pour lui. Cependant, il semble distant et lui dit seulement que son père est blessé et qu'il va le voir. Quand elle dit que sa mère doit gérer ça seule, cela blesse Shine encore plus, mais il s'en va en disant qu'il ne reviendra pas à l'école avant un moment. Murano s'inquiète et demande s'il reviendra, mais Shine ne fait qu'un sourire triste avant de partir en jurant de tuer le parasite qui a pris la forme de sa mère. Il monte dans un train et pense à trouver l'extraterrestre avant qu'il ne trouve son père. Pendant ce temps, Kazu est à l'hôpital, et la police vient enquêter, l'interrogeant sur l'incident et sa femme. Il leur dit que Nobuko est morte, mais les flics disent qu'elle est vivante et qu'elle est retournée à l'hôtel pour partir sans lui. Kazu panique et dit que cette femme est une impostrice, mais la police affirme que la brûlure sur sa main confirme son identité. Un psychiatre dit à Kazu que c'est son traumatisme dû à l'accident qui lui fait imaginer des choses, et il finit par le convaincre que c'est vrai. Bientôt, Shine arrive à l'hôpital, et quand il se précipite dans la chambre, Kazu est surpris mais content de le voir. Shine essaie de parler de ce qui est arrivé à sa mère mais n'y parvient pas à cause de la douleur, même s'il n'a pas de larmes. Kazu dit soudain que Nobuko est porté disparu depuis l'accident. Shine est choqué et lui rappelle le monstre, mais Kazu dit qu'il s'est cogné la tête pendant l'accident et qu'il doit être confus. Shine s'emporte et insiste sur le fait que le monstre a tué Nobuko, mais Kazu dit qu'il s'est mal exprimé au téléphone et que sa blessure a affecté sa mémoire. Il argumente à nouveau, mais Kazu le réprimande en retenant ses larmes, et Shine comprend que son père connaît la vérité mais la cache. Il est encore plus déterminé à trouver et à s'occuper de l'extraterrestre mais comprend qu'il ne peut dire à personne ce qui s'est réellement passé. Il dit qu'il restera à l'hôpital, mais Kazu dit que ce sera inconfortable pour lui et suggère un hôtel voisin à seulement 300 mètres. Shine accepte, mais Lee s'inquiète car c'est la portée de détection de Miji, et malheureusement, Miji dort toujours. À l'hôtel, Shine rencontre une fille qu'il avait vue dans le train, et elle le conduit à l'intérieur. Il surveille l'hôpital depuis sa chambre tout en réalisant que son ouïe et ses autres sens sont plus aiguisés maintenant. Plus tard, Miji se réveille et dit à Shine qu'il a réparé son corps, mais tous deux ont changé, et maintenant Miji a une faiblesse, il doit dormir 4 heures par jour, ce qui est plus de sommeil que ce que j'ai quotidiennement. Shine dit qu'il dormait plus tôt avant, mais Miji explique qu'à l'inverse d'autrefois, il ne se réveillera pas en cas de danger, et si l'ennemi attaque à ce moment-là, ils mourront tous les deux. Shine demande pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt, et Miji répond qu'après la mort de sa mère, Shine s'est mis à blâmer tous les parasites, lui inclus, et qu'il était dangereux de lui révéler une faiblesse. Cependant, il pense maintenant qu'il est encore plus dangereux de continuer à le cacher. Shine dit qu'il ne voit pas Miji comme un ennemi plus qu'il lui a sauvé la vie, mais tel un tsundere, Miji répond qu'il l'a fait pour lui-même. Le lendemain matin, Shine a bien meilleure mine et va à l'hôpital voir son père, puis il reste sur ses gardes pendant que Miji dort. La jeune fille, Maki, s'approche et lui demande s'il a une petite amie. Mais avant que Shine ne puisse répondre, Miji le prévient qu'il a repéré un parasite sur la plage. Shine court immédiatement vers la plage, et Maki lui dit qu'il y a un mur qui bloque le passage. Cependant, il va trop vite pour écouter quoi que ce soit, et Miji lui demande alors s'il est vraiment prêt à tuer la femme qui porte le visage de sa mère. Shine s'arrête un instant et dit qu'il en est sûr parce qu'il ne peut pas la laisser tuer d'autres personnes. Maki le rattrape pendant qu'il parle et dit qu'ils doivent contourner le mur pour atteindre la plage, mais Shine dit que c'est une question de technique et saute par-dessus le mur sans effort.
Il trouve quelqu'un qui descend le mur et réalise qu'il s'agit d'un parasite. Il commence à le poursuivre, rempli de rage et prêt à le tuer. Mais en arrivant à la hauteur du gars, il s'aperçoit que ce n'est pas Nobuko. Au lieu de cela, c'est un homme et Shine est surpris. Cependant, il est sûr que c'est aussi un alien, alors il s'apprête à le tuer, mais l'homme panique et lui demande d'arrêter. Soudain, Miji l'arrête et dit que l'homme a toujours un cerveau humain. Shine est encore plus confus maintenant, mais la mâchoire de l'homme se transforme alors en alien et se met à parler. Shine panique à nouveau car il n'a jamais vu ça, mais l'homme et l'alien partagent une seule bouche et semblent se livrer à une compétition amicale pour savoir qui va parler. Shine ne comprend pas comment c'est possible, mais Miji explique que le cerveau de ce duo est humain, tandis que de la mâchoire à la poitrine, c'est alien, et l'autre alien confirme qu'ils sont tous deux similaires d'une certaine manière. Plus tard, ils s'assoient pour discuter, et l'homme commence à raconter son histoire larmoyante, disant que sa femme l'a quitté, et qu'il se sentait comme un outil inutile incapable de décider quoi que ce soit, alors il a pris la plus grande décision de sa vie, celle de se jeter à la mer, mais il n'en a pas eu le courage. Il est resté assis là jusqu'à ce que le parasite alien l'attaque, et alors qu'ils se débattaient contre lui, ils sont tombés à l'eau. Le parasite de la mâchoire poursuit l'histoire et raconte qu'il essayait d'atteindre la tête mais qu'il a réalisé que, l'autre se noyant, il mourrait s'il tentait d'atteindre le cerveau, alors à la place, il est devenu un tube respiratoire et l'a sauvé, et c'est ainsi qu'ils ont fini comme ça. L'homme dit ensuite à l'alien qu'il devrait passer en mode combo, et la mâchoire change de forme pour que tous deux puissent parler clairement. L'homme se dit soulagé de voir enfin quelqu'un comme lui et demande à Shine de raconter l'histoire de sa main, mais Shine dit qu'il devrait aller ailleurs pour en parler. L'homme se présente ensuite comme Uda, et son parasite s'appelle Jio, ce qui est un jeu de mots astucieux sur le mot mâchoire. Ils vont à l'hôpital, où Uda pleure après avoir entendu l'histoire de Shine, et Jio se moque de lui en le traitant de pleurnichard. Il montre plus de personnalité que Miji et dit qu'il a beaucoup appris en regardant des films. Après cela, Uda propose d'aider Shine s'il trouve l'ennemi, et Shine est heureux d'accepter son aide. Cette nuit-là, Miji réveille soudainement Shine et dit qu'il y a quelque chose d'important qu'il a oublié de mentionner pendant la journée à cause d'Uda et Jio. Il rappelle à Shine comment il a couru comme Usain Bolt et a sauté à 3 mètres de haut et dit qu'il y a une raison à cela. Mais avant cela, il donne une explication sur ce que son corps peut faire. Miji dit que son corps peut se diviser, et chaque partie peut penser par elle-même. Mais si les parties sont trop petites, elles meurent vite, alors il leur donne toujours des ordres à l'avance pour qu'elles reviennent dans son corps. Il montre cela par une démonstration, et Shine est un peu effrayé. Miji dit ensuite que dans le corps de Shine, même les plus petites parties peuvent survivre, et il réalise soudain ce que cela signifie. Miji le confirme et dit qu'il a utilisé ces petites parties pour réparer le cœur de Shine, et qu'elles font maintenant partie de son système sanguin, donc maintenant 30% de son corps est composé de cellules extraterrestres. Shine demande si les parties ont aussi atteint son cerveau, mais Miji dit qu'il ne peut pas en être sûr et demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange. Shine ne dit rien au début mais se rappelle ensuite que même s'il était très ému à l'hôpital, il ne pouvait pas pleurer, et il pense que cela signifie peut-être qu'il devient moins humain. Le lendemain, Maki s'approche de lui en douce, et Shine lui demande s'il a l'air d'un humain normal pour elle. Elle répond que oui, mais quand il se contente de sourire sans répondre, elle s'agite et lui dit de parler clairement parce qu'on dirait qu'il pleure à l'intérieur. À ce moment-là, Shine reçoit un appel d'Uda, qui dit avoir trouvé l'ennemi, et qu'il va essayer de la retenir. Shine lui dit de revenir vite parce qu'elle est dangereuse et qu'elle attaquera dès qu'elle réalisera que son parasite n'a pas réussi à prendre le contrôle de son cerveau. Uda essaie de s'enfuir, mais il lui faudrait 2 mois à la salle de sport pour être considéré comme en forme, et Nobuko le suit d'un pas tranquille. Pendant ce temps, Shine court aussi dans la même direction, mais Miji s'endort soudainement à mi-chemin. Cependant, il se transforme en arme, disant à Shine que le reste dépend de lui. Pendant ce temps, Uda est acculé au bord d'une falaise alors que Nobuko le rattrape. Elle est choquée de voir un deuxième hôte dont le cerveau est encore intact, alors elle décide de le tuer. Elle se transforme, et Jio est impressionné par ce qu'il aimerait pouvoir faire ça lui aussi. Le combat commence, mais Jio ne peut que se défendre à cause de la façon inconfortable dont il est lié au visage d'Uda. Ils sont rapidement repoussés, puis Nobuko frappe son cœur et le jette à terre, disant que cela le tuera à coup sûr même s'il s'agit d'un hybride. Uda et Jio s'évanouissent à cause de ça, et Nobuko s'en va,
mais elle sent alors la présence d'un autre parasite au signal faible. Elle est choquée de voir Shine en vie et regrette de ne pas avoir visé sa tête. Shine est furieux et lui ordonne d'arrêter d'utiliser la voix de sa mère pour dire qu'elle va le tuer. Il décide de se battre, mais quand elle se transforme, il ne peut pas regarder son visage. Nobuko attaque soudainement, mais Shine voit désormais clairement ses mouvements. Il esquive et saute derrière elle, et elle n'arrive pas à croire que Shine soit si rapide. Il bloque ses attaques et atteint le bord de la falaise, où il voit Uda blessé. Shine pense que la seule personne capable de le comprendre est déjà morte et entre dans une rage folle. Il fonce en avant, blessant Nobuko avec ses frappes rapides. Shine vise sa tête et lui coupe les tentacules, mais quand il tente de l'achever, elle utilise son cœur pour se défendre. Et quand Shine voit la marque de brûlure, des souvenirs de sa mère l'envahissent et il s'arrête. Nobuko profite de ce moment pour contre-attaquer et le blesser. Shine est aux abois alors qu'elle se régénère et se relève, mais soudain, sa tête est tranchée et découpée, et son corps tombe dans la mer. C'est Uda et Jio qui ont fait le coup, et ils ont réussi à remonter tout seuls. Uda dit à Shine que cette femme n'était pas sa vraie mère, mais que même ainsi, il ne devrait pas la tuer de ses propres mains. Pendant ce temps, le parasite se demande comment Uda a survécu, et Jio explique qu'il a compris qu'elle ne visait que le cœur, alors il l'a déplacée à temps. Shine regarde alors la mer où gît le corps de sa mère et pense que c'est enfin fini, mais quelque chose se brise en lui. Bientôt, Kazu sort de l'hôpital, et ils reviennent à la même falaise car c'est là que tout s'est passé. Kazu dit à Shine que sa mère l'aime toujours, puis Shine demande si Nobuko a souffert dans l'horrible cauchemar qu'il a fait. Kazu répond que tout s'est passé instantanément et que sa mort a été sans douleur. Il commence à pleurer, mais Shine est soulagé qu'au moins sa mère n'ait pas souffert. Soudain, le stress qu'il accumulait depuis tout ce temps disparaît et il s'endort sur place. Plus tard, il retourne en ville et cette fois Murano et Kana le sentent intensément car il n'est plus tout à fait humain. Murano court vers lui, surprise qu'il ait grandi et que même son apparence ait changé, comme s'il avait eu une seconde puberté. D'un autre côté, Tamiya trouve un nouveau partenaire qui prend possession du corps d'un adolescent et elle lui dit de surveiller Shine sans le tuer. Le garçon demande pourquoi elle s'intéresse tant à lui, et elle répond qu'il est dangereux, mais qu'il est crucial de le garder en vie pour récolter des données et comprendre leur espèce. Pendant ce temps, Kana a commencé à prêter encore plus d'attention à Shine, utilisant même sa photo comme fond d'écran. Mais cela rend jaloux un abruti nommé Mitsuo. Il va à l'école de Shine pour chercher la bagarre sans réaliser que Shine a changé de personnalité, tout comme Sung Jinhwa. Il n'est plus la même, l'avait dit à Mitsuo de se dépêcher de parler car il n'a pas toute la journée. Le voyou lui demande s'il a couché avec Kana et Shine répond qu'il ne l'a même pas revu depuis le voyage. Mitsuo ne le croit pas et l'attaque, mais Shine esquive et lui fait un croc en jambe, lui disant de laisser tomber car les choses ont changé. Mitsuo s'obstine à attaquer, mais Shine débloque un ultra instinct et lui donne une leçon sans pour autant le blesser. À ce moment-là, Murano arrive et Shine décide de s'en aller, mais elle remarque déjà le changement dans sa personnalité. Elle lui demande s'il s'est passé quelque chose pendant le voyage ou s'il est toujours le même Shine, et il répond qu'il se pose la même question. Ils vont ensuite se promener au marché, et Kana est là elle aussi. Elle prédit que Shine montera les escaliers juste à côté d'elle, et sa prédiction s'avère tout à fait exacte. Elle est ravie de le voir mais perd vite espoir lorsqu'elle aperçoit Murano à ses côtés. Après cela, Shine rentre chez lui et trouve son père toujours dans un état pitoyable. Il a commencé à boire, alors Shine lui suggère d'engager une femme de ménage, mais Kazu n'en revient pas de sa froideur et lui dit de faire ce qu'il veut. Le lendemain, Shine teste son oui surdéveloppé en allant à l'école avec Murano et entend quelqu'un appeler à l'aide. Il se précipite alors sur les lieux et trouve un chiot blessé dans la rue. Miji dit qu'il est trop blessé pour survivre, alors Shine le ramasse et l'emmène dans le jardin pour le réconforter dans ses derniers instants. Murano arrive aussi et dit qu'elle pensait au début que Shine avait changé, mais que sauver ce chien prouve qu'il est toujours aussi gentil. Cependant, il douche vite ses espoirs car, dès que le chiot meurt, il le jette à la poubelle. Cela terrifie Murano car elle ne comprend pas comment il peut traiter le chiot ainsi, mais Shine dit calmement que ce n'est plus un chiot, juste un morceau de viande morte. Murano est dévasté et se dit qu'il a bel et bien changé avant de s'enfuir en pleurant. Shine ne comprend même pas ce qu'il a fait de mal, un comportement typiquement masculin, alors il va demander conseil à son meilleur ami,
une autre réaction typique. Miji lui dit que logiquement il n'a rien dit de mal, mais qu'il est clairement différent car l'ancien Shine n'aurait jamais traité un chiot de morceaux de viande. Shine réalise son erreur et remercie Miji, puis retourne enterrer le chien correctement, même s'il pense encore au fait que son corps servira d'engrais à l'arbre. Plus tard, il attend devant la classe de Murano, mais elle s'enfuit en le voyant, alors Shine décide de lui laisser un peu d'espace. Miji l'avertit alors qu'un autre extraterrestre se trouve à proximité. Et bien que Shine se méfie, Miji dit que celui-ci n'est pas un ennemi et ressemble à Tamiya, ce qui signifie qu'il pourrait être raisonnable et veut le voir. Bientôt, l'alien arrive et Shine l'affronte. Mais à ce moment, la brute de l'école surgit et l'alien le frappe pour avoir interrompu leur conversation. Il se présente ensuite sous le nom de Hideo et dit à Shine qu'il veut commencer par devenir ami avec lui et Neji. Shine est surpris par cette proposition et Hideo ajoute qu'ils ont cours de gym ensemble aujourd'hui et qu'il veut tester ses capacités. Pendant le cours, ils font une course et Shine retient sa vitesse pour ne pas paraître bizarre. Pourtant, Hideo ne bride pas ses capacités et frôle un record national. Après les cours, Hideo s'entretient avec Shine en privé et vante les mérites du sport, mais Shine s'en fiche et lui demande si Tamiya l'a envoyé pour l'éliminer. Hideo répond qu'elle a changé de nom et qu'elle l'a effectivement envoyé, mais pas pour tuer Shine. Il affirme n'avoir aucune intention de nuire et ajoute qu'il n'a pas touché aux humains depuis des mois, ayant appris à consommer une autre viande, ce qui est mieux pour tous selon lui. Shine a du mal à y croire, mais Hideo insiste, certains parasites souhaitent coexister en paix avec les humains. Miji le croit à moitié, mais suggère d'arrêter la discussion car il va s'endormir et ne veut pas que Hideo s'en aperçoive. Shine va ensuite voir Murano dans sa classe pour discuter, mais repenser aux parasites le met en colère. Quand Murano s'approche pour faire la paix, elle voit son air furieux et s'éloigne sans un mot, aux grandes dames de Shine. De son côté, Kana attend Shine après l'école, convaincue qu'il est son âme sœur et qu'elle a un don pour le localiser. Elle le sent approcher et le salue avec joie, mais c'est Hideo qui apparaît. Kana est troublée car elle était certaine que c'était Shine, ce qui pique la curiosité de Hideo. Il lui demande comment elle a pu les confondre sans même le voir, mais Kana refuse de répondre. Hideo l'entraîne de force pour découvrir la vérité, et elle se met à crier au secours. Par chance, Shine passait par là et accourt sur les lieux en entendant ses hurlements. Kana se réfugie vers lui, et Shine demande à Hideo ce qu'il fabrique. Il répond qu'il voulait simplement discuter avec elle car elle est très perspicace. Mais Shine le prévient, s'il arrive quoi que ce soit à ses proches, il s'occupera de son cas en premier. Hideo répète qu'il ne veut pas se battre et s'en va, tout en notant que la main droite de Shine émet un signal faiblissant. Ensuite, Kana remercie Shine, pile au moment où Murano passe devant eux. Kana demande bruyamment à Shine de la raccompagner à la gare car elle a peur. Il accepte, mais en se retournant, il voit Murano s'enfuir et réalise son erreur trop tard. Mais il n'a plus d'autre choix que d'escorter Kana. En allant vers la gare, Kana lui dit qu'elle peut le sentir, mais admet que son radar a fait défaut aujourd'hui. Shine lui explique que c'est dangereux car elle capte des ondes néfastes et lui ordonne de s'en éloigner. Shine rentre ensuite chez lui et trouve Kazu toujours complètement ivre. Kazu lui demande comment il est devenu si fort, disant qu'il semble fait d'acier, ce qui blesse Shine plus qu'il ne l'aurait cru. Le lendemain, Kana ignore les conseils de Shine et se retourne dès qu'elle le sent proche. Mais elle tombe sur Hideo et tente de s'enfuir. C'est alors que Mitsuo arrive et cherche des noix à Hideo pour avoir suivi sa copine. Malgré les avertissements de Kana, il finit par s'isoler avec Hideo et se fait corriger sévèrement. Hideo l'avertit de ne plus s'en prendre à lui, car la prochaine fois, il le tuera à coup sûr. Cependant, il ne remarque pas que Take, l'ami de Shine, le suivait aussi, car elle a un nouveau béguin pour lui. De son côté, Shine va à l'école et fixe le tableau d'affichage où il a rencontré Murano, mais elle l'ignore encore une fois. Hideo est aussi dans le coin, et il perçoit à nouveau un faible signal de Miji, ce qui le rend méfiant. Il tente d'utiliser son intention de tuer pour le faire réagir, mais rien ne se passe, et Hideo commence à croire que Miji a un problème, ou qu'il est juste idiot. Ce jour-là, en rentrant, Shine trouve son père avec un agent du gouvernement qui croit à son histoire de monstre, mais dit qu'ils ne peuvent pas les bruiter pour éviter la panique. Il affirme que le problème est mondial et dit à Kazu de voir les parasites comme des monstres sauvages cachés parmi les humains.
Ils font aussi un croquis d'après ces descriptions, et l'artiste dessine un portrait fidèle du visage de la créature. Pendant ce temps, Tamiya a changé de forme et rencontre un autre parasite intelligent. Elle dit que s'ils continuent de manger des humains sans réfléchir, ils finiront par être traqués. L'homme acquiesce et dit qu'elle est la seule à avoir poussé la réflexion aussi loin. Quand elle l'interroge sur leur but, il répond que les humains sont un poison pour la Terre et qu'ils sont là pour réguler la population. De retour chez lui, le père de Shine décide de lui dire la vérité et lui révèle tout. Shine écoute en silence et hoche la tête, mais il ne révèle rien sur lui-même. Ailleurs, on découvre que le dessinateur est le frère de Takei. Une nuit, elle regarde dans son carnet pendant qu'il dort et voit le croquis du parasite. Il se réveille soudainement et le lui reprend, affirmant que cela fait partie d'une enquête. Le lendemain, Takei remarque Hideo au sol et commence à l'observer. Soudain, une balle de baseball perdue le frappe à la tête et y laisse une bosse. Il se remet vite de sa blessure, ce qui suffit à terrifier Takei et à lui faire réaliser que quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Shine décide de parler à Murano pour arranger les choses. Mais juste au moment où il va le faire, Miji l'avertit que Hideo devient hostile. Il s'avère que la bande de Mitsuo est venue se venger de lui, et il est prêt à les tuer. Shine se précipite pour l'arrêter, laissant Murano dans la confusion. De l'autre côté, Hideo sent aussi ce qui se passe et dit aux garçons d'attaquer tous en même temps car il ne veut pas attendre Shine. Soudain, Shine saute par-dessus le mur et arrive, ce qui choque Hideo qui se demande comment Shine la rejoint si vite. Shine confronte Hideo et lui demande s'il montre enfin son vrai visage. Hideo dit que ce n'est pas sa faute car les garçons ont cherché la bagarre, et Shine lui dit de partir car il va s'en occuper. Hideo décide de suivre son conseil et s'en va sans réagir aux insultes des garçons. Les voyous se moquent ensuite de Shine pour avoir protégé un ami, mais il s'énerve et dit que Hideo n'est pas son ami. Il dit à tout le monde de rentrer et de ne plus jamais s'en prendre à Hideo pour leur propre sécurité. Mitsuo est en plein à le croire, mais pas les autres garçons. Mais Shine défie alors le plus fort d'entre eux en duel. Le type attaque soudainement Shine, mais celui-ci bloque son coup sans effort. Alors qu'il s'apprête à lui broyer le bras pour intimider la bande, l'homme réalise l'écart de puissance entre eux. Il prend aussitôt la fuite, ordonnant à ses gars de le suivre car la victoire est impossible. Shine retourne ensuite au lycée et y trouve Murano qui l'attend avec son sac à la main. Ils sont sur le point de se réconcilier quand Shine la serre brusquement contre lui en apercevant Hideo. Il demande à Shine ce qu'il a fait au racaille, et ce dernier lui répond sèchement que ça ne le regarde pas. Hideo s'éloigne, et Murano fait remarquer à Shine qu'il lui broie la main. Il s'excuse et la lâche, expliquant que si Hideo semble normal, il est en réalité détraqué. Murano tente de l'apaiser et lui fait remarquer qu'il a énormément changé. Elle affirme que son Shine ne parlerait jamais ainsi et lui demande s'il est bien lui-même. Il s'emporte et lui hurle de se taire, poussant Murano à s'enfuir en larmes. Plus tard, Shine se retrouve seul et broie du noir. Il pense que cet état est dû au vide qu'il ressent dans son cœur. Miji tente de le rassurer en disant qu'il est devenu plus fort physiquement et mentalement, et que la vie des autres importe peu. Ailleurs, Takei suit toujours Hideo et finit par le voir changer de visage, ce qui la terrifie au plus haut point. Elle a entendu parler de monstres polymorphes et sait exactement qui pourra l'éclairer sur le sujet. Elle rentre chez elle questionner son frère, qui lui explique que ces créatures possèdent des humains pour les dévorer. Takei commence à croire que Hideo en est un aussi, mais elle reste rongée par l'incertitude et la peur. Elle décide d'aller lui parler plutôt que d'agir, ce qui est une décision d'une stupidité sans nom. Le lendemain au lycée, Takei donne rendez-vous à Hideo, muni d'une bouteille d'acide pour se défendre. Quand Hideo arrive et lui demande la raison de cet appel, elle avoue qu'elle l'appréciait mais qu'elle l'a vu agir bizarrement. Elle lui demande alors s'il est vraiment un monstre anthropophage. Hideo lui demande ce que ça changerait, et elle lui suggère de partir sans faire de mal à personne. Hideo enrage de voir son secret découvert et se transforme pour l'éliminer. Au même moment, Miji sent le danger et alerte Shine, qui fulmine contre l'imprudence et la bêtise de Takei. Shine quitte précipitamment son cours et parcourt les couloirs pour la retrouver, sans savoir où elle se cache. De son côté, Takei est déjà en plein cauchemar maintenant que Hideo a révélé sa vraie nature. Il lui ordonne de ne plus bouger, lui promettant une mort indolore si elle se laisse faire.
Il l'attaque, mais elle trébuche et parvient miraculeusement à esquiver le coup. Elle attrape alors sa bouteille d'acide et la lui lance dans un geste désespéré. Hideo la tranche en plein vol, mais l'acide se déverse sur lui et lui brûle le visage. Il hurle de douleur et sa mutation s'emballe, offrant à Take une chance de s'enfuir. Elle enjambe la fenêtre sous les yeux des élèves en bas qui la remarquent aussitôt. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un tentacule jaillit brusquement vers elle. Take saute dans le vide, mais un arbre amortit sa chute. Les élèves accourent l'aider avant de décider de monter voir ce qui se passe. Pendant ce temps, Hideo panique car il a muté sans réfléchir et une partie de l'acide a pénétré dans son corps. Son visage est désormais déformé et il ne peut plus réfléchir ni contrôler ses expressions à cause des tissus lésés. Miji perçoit ses pensées incohérentes et éparpillées et dit à Shine qu'ils doivent se dépêcher. Au même moment, les élèves et professeurs qui montent croisent Hideo muté et ils les tuent tous d'instinct avant de fuir, ce que Miji signale aussitôt à Shine. Certains professeurs survivants assistent au carnage et hurlent de terreur avant de donner l'alerte et d'appeler la police. Miji sent qu'Hideo se dirige vers leur classe, alors lui et Shine s'y précipitent, mais ils tombent sur une foule paniquée à l'entrée. Miji dit qu'il devrait profiter de la foule pour évacuer, mais les profs paniquent toujours et disent qu'une place manque. Shine comprend que c'est la classe de Murano et se précipite pour la retrouver. En montant, Shine voit des élèves descendre en courant, effrayés, mais Murano n'est pas là et il refuse de la perdre. Il arrive à l'étage et voit des piles de cadavres, et pendant un instant, son esprit s'égare alors qu'il hurle de terreur. Miji lui dit de se calmer et de respirer, et Shine repense à son père et à Murano qui lui disaient qu'il avait changé. Il réalise à quel point il a changé quand il se reconcentre et jure de sauver Murano en tuant Hideo lui-même. Il avance et aperçoit quelqu'un qui ressemble à Murano. Mais heureusement, il s'avère que c'est une autre personne. Il continue d'avancer et utilise son ouïe surdéveloppé pour localiser 3 personnes, et en y allant, il trouve Murano parmi elles. Dès qu'elle le voit, elle le serre fort dans ses bras, et Shin lui dit qu'ils doivent partir vite. Les autres garçons paniquent car ils savent que le massacre a eu lieu là d'où vient Shin, et ils pensent qu'il pourrait être l'un des monstres. Alors ils s'enfuient à l'opposé et se font massacrer instantanément. Réalisant qu'Hideo est proche, Shin attrape Murano et court dans une salle vide, puis saute par la fenêtre, franchit la clôture de l'école et la met en sécurité. Murano est toujours terrifiée et tremble, alors il la réconforte doucement et la confie au secours avant de faire demi-tour et de retourner vers l'école. À présent, la police a complètement bouclé le périmètre, il n'est donc pas facile d'entrer. Mais quand Migi lui demande s'il veut toujours se battre, Shin répond qu'il est de leur devoir d'y mettre fin. Miji pense que la police finira par avoir Hideo, mais Shin voit Hideo tuer plusieurs agents et s'enfuir sur le toit tout en étant blessé. Il décide que le seul moyen de vaincre Hideo est de l'abattre à distance, il s'éloigne donc de 300 mètres pour ne pas être repéré. Il attend patiemment qu'Hideo arrive sur le toit, puis fusionne sa force avec la visée de Miji pour projeter une pierre comme une balle. La pierre lui transperce le cœur avec précision, et la police retrouve son cadavre peu de temps après. Plus tard, les infos disent que Hideo avait un problème de drogue et a fait un carnage tuant de nombreux élèves, le gouvernement ayant décidé de cacher la vérité. Miji dit que c'est une sage décision car il est impossible de distinguer les parasites des humains par des méthodes classiques. Shin dit qu'ils doivent aider les humains maintenant, mais Migi refuse et lui rappelle qu'il ne se soucie que de sa survie et veut protéger son identité. Au même moment, des membres du gouvernement tiennent une réunion secrète sur la suite et certains soutiennent qu'ils devraient révéler l'existence des parasites au public. Ils se demandent comment les détecter et un scientifique explique que les cellules de parasites ne survivent qu'avec un apport constant de sang, surtout si la partie est petite. Il suggère qu'arracher un cheveu est le test le plus simple car s'il s'agit d'un parasite, le cheveu s'agitera et mourra alors qu'un cheveu humain ne réagira pas. Tout le monde s'accorde à dire que c'est brillant et propose même le scientifique pour le prix Nobel. Pendant ce temps, Shin et Murano se rapprochent après tout ça, et Shin ne lui dit jamais toute la vérité sur ce qu'il a fait. Il prétend que sauter du 3e étage et par-dessus la clôture n'était qu'une poussée d'adrénaline et elle le croit. À ce moment-là, il voit 2 enfants devant eux s'arracher mutuellement un cheveu pour se saluer, ce qui est devenu une habitude courante depuis que la méthode s'est répandue. Cependant, cela s'avère dangereux, car les parasites démasqués dans des endroits isolés tuent et dévorent simplement ceux qui ont eu le malheur de découvrir leurs secrets. D'un autre côté, Kana rêve qu'elle est une princesse dans un jardin fleuri où des monstres l'attaquent soudainement. Heureusement, Shin arrive tel un prince charmant et tue les monstres, la sauvant.
Cependant, juste au moment où ils vont s'embrasser, elle se réveille, toute troublée. Elle est devenue la reine des illusions et est convaincue que ce rêve est important. Plus tard, elle lit les infos sur l'incident au lycée impliquant Hideo et se rappelle l'avertissement de Shin, se demandant s'il est impliqué d'une manière ou d'une autre. Soudain, elle sent Shin passer près d'elle, s'approche discrètement et tente de lui arracher un cheveu, mais il l'arrête. Disant que c'est impoli, il finit par accepter, et bien que le cheveu ne réagisse pas, Kana décide de le garder comme porte-bonheur. Elle accompagne ensuite Shin et lui demande s'il savait quelque chose sur Hideo, mais il nie. Shin se demande s'il peut confier la vérité à Kana car elle semble spéciale, mais il sait que Migi est réveillée et désapprouverait. Alors, il dit à Kana de s'éloigner dès qu'elle sent sa présence car elle pourrait croiser un monstre. Mais Kana n'en tient pas compte et dit qu'elle arrachera juste un cheveu pour vérifier. Cela met Shin tellement en colère qu'il la plaque contre le mur et lui hurle de ne pas le faire. Il se calme ensuite et explique que c'est dangereux et Kana est secrètement ravie qu'il s'inquiète pour elle. À ce moment, Migi dit qu'ils doivent parler et Shin s'enfuit sans savoir que Murano a tout vu de loin. Alors que Migi avertit Shin de ne plus parler à Kana car il en dit trop, Kana voit Murano et elle décide de discuter. Murano demande si Kana trouve aussi que Shin a beaucoup changé, mais elle répond qu'il a toujours été intense et féroce. Kana sait que Murano aime Shin, mais son air inquiet montre que tout ne va pas bien entre eux, et cela lui donne de l'espoir, elle pense qu'elle a encore une chance. Dans un autre quartier de la ville, un homme grand et musclé, vêtu seulement de son caleçon et d'un marcel, entre dans un bureau de Yakuza et demande au garde combien de personnes se trouvent à l'intérieur. Quand le garde lui dit de partir, l'homme refuse avec un sourire effrayant. Le gangster tente de l'attaquer, mais l'homme lui fracasse la tête contre le mur, entre et massacre tout le monde. Il esquive les balles et découpe les gens à main nue sans jamais être touché. Soudain, un homme parvient à le blesser au sabre, mais il le brise avec ses muscles et le projette dans la tête d'un autre. Il compte 1 et continue de tuer les gangsters, comptant chaque coup qu'il reçoit. Au final, il n'est touché que 3 fois et pense que c'est un assez bon résultat. Les survivants sont terrifiés et lui demandent ce qu'il raconte. Le parasite répond qu'il teste sa force contre un groupe armé avant de les tuer. Dehors, les gens s'attroupent devant les corps et appellent la police, paniquant en voyant l'homme sortir couvert de sang. Pourtant, au lieu de fuir, ils le poursuivent bêtement, mais il disparaît au coin d'une rue, attrape un homme et revient déguisé en lui. Il se dirige calmement vers sa voiture et son chauffeur parasite l'emmène voir son patron, ravi de voir les résultats de son petit test. Ailleurs, Shin et Murano ont leur premier rendez-vous, mais ça devient vite gênant quand elle évoque son changement et suggère même que le Shin revenu du voyage n'est peut-être plus la même personne. Quand elle mentionne le voyage, Shin se lève soudainement et s'en va. Plus tard, il s'assoit sur un banc pour se reposer et remarque un enfant qui pleure car il n'arrive pas à suivre sa mère. Il traite sa mère d'idiote et la femme, déjà fatiguée, s'énerve et tente de le gifler. Cela déclenche un souvenir douloureux chez Shin concernant sa propre mère et il commence à marmonner à propos du trou dans son cœur. Murano s'inquiète pour lui et alors qu'elle l'appelle, Shin se calme soudainement. Ils rentrent ainsi et il se demande si la fusion avec les cellules de Migi a drainé ses émotions. Cependant, il est certain d'aimer toujours Murano et ses sentiments sont bel et bien les siens. Alors qu'ils rentrent ensemble, Kana sent soudainement Shin et accourt vers lui pour le voir embrasser Murano. Son cœur se brise en voyant cela et elle s'éloigne silencieusement. De son côté, Murano dit au revoir à Shin mais se met à pleurer, doutant encore que la personne avec elle soit le vrai Shin. Cette nuit-là, Kana désespérée appelle Shin, disant qu'elle veut lui parler. Il va la voir le lendemain, mais à la gare, Migi sent soudain 5 de ses semblables à proximité, ce qui fait paniquer Shin car ils sont trop nombreux. Migi dit qu'ils l'ont remarqué aussi, mais ne semble pas encore hostile. En s'approchant, Migi détecte 8 parasites au total, dont 6 sur scène et 2 en dessous. Shin jette un œil et voit un candidat à la mairie prônant des politiques écologiques avec ses partisans, et il se demande qui parmi eux sont des parasites. Soudain, ses yeux croisent ceux du type du massacre de tout à l'heure, et tous deux se reconnaissent immédiatement comme parasites. Shin panique bien que Migi soit confiant qu'il n'attaquera pas, car il n'est pas intéressé. Shin décide de s'enfuir immédiatement, mais il tombe sur Kana. Il lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond que c'est une question idiote, car elle habite ici et c'est elle qui l'a appelée. C'est alors que Shin s'en souvient, mais maintenant il est très inquiet pour elle. Plus tard, Shin et Migi rentrent chez eux et parlent de l'homme politique Hirakawa. Il se demande s'il est un parasite et pourquoi quelqu'un comme lui voudrait devenir maire. Migi dit que peut-être le poste l'intéresse vraiment et qu'il pourrait même s'avérer être un excellent maire.
Mais il suggère aussi qu'Hirakawa essaie peut-être de bâtir un refuge pour les parasites, ce qui éclaire soudainement Shin. Shin pense alors à Kana et se rappelle qu'elle lui a dit plus tôt sentir la même énergie chez 3 ou 4 autres personnes derrière lui, et il s'inquiète encore plus pour elle. Le lendemain, Shin part en reconnaissance à la base d'Hirakawa pour voir combien de parasites s'y cachent, mais il tombe sur Kana à la place. Il décide de lui parler et lui demande si elle ressent aussi la même sensation étrange que lui face à d'autres personnes. Kana dit que ça arrive parfois avec des inconnus, et quand Shin lui dit de s'en éloigner, elle refuse et exige d'en connaître la raison, demandant si c'est lié aux parasites. À ce moment-là, Mitsuo arrive et dit qu'il veut parler à Kana. Shin s'éloigne et dit à la jeune fille qu'ils parleront sérieusement plus tard et qu'il lui enverra un message. Kana lui répète qu'elle peut toujours le sentir près d'elle, ce qui rend Mitsuo jaloux, se demandant si Kana appartient désormais à la rue. Plus tard, Migi demande à Shin s'il envisage sérieusement de dire la vérité à Kana et Shin admet que oui. Migi l'avertit immédiatement que si elle devient une menace, il devra la tuer car protéger leur identité est plus important. Pendant ce temps, Kana ne cesse de penser à Shin et le sent soudainement tout près. Elle se précipite donc dehors tard dans la nuit pour le retrouver, mais tombe sur une femme effrayante et prend peur. Elle s'enfuit, mais à ce moment-là, elle reçoit un message de Shin lui demandant de le voir demain. Il se retrouve le lendemain dans un bâtiment abandonné et Shin frappe le mur de sa main pour s'assurer que Migi dort. Puis il raconte tout à Kana sur les parasites et sur Migi, en espérant qu'elle comprendra. Cependant, elle ne le croit pas et dit qu'il doit mentir parce qu'il ne veut plus la voir maintenant qu'il a une petite amie. Shin répond qu'il ne mentirait pas sur une chose pareille juste pour l'éviter. Kana fait une crise à ce sujet, insistant sur le fait que son pouvoir est spécial et qu'elle peut le distinguer des autres. Bien qu'elle mente, Shin décide de la croire. Kana décide alors de partir, mais elle dit à Shin qu'elle espère voir un jour ce que sa main droite peut faire. Le lendemain, Shin rentre chez lui avec Murano, tandis que Kana les suit secrètement, se demandant pourquoi il ne la voit pas alors qu'ils sont censés être des âmes sœurs. Elle veut qu'il la remarque et finit par émettre inconsciemment un signal comme celui d'un parasite, que Migi capte immédiatement. À ce moment-là, Mitsuo réapparaît et sort Kana de sa torpeur, lui disant de laisser tomber Shin car il est pris et n'est même pas bon pour elle. Kana s'énerve et lui demande s'il pense être celui qu'il lui faut. Elle le traite de perdant moche et stupide, ce qui blesse les sentiments de Mitsuo. Kana se rend compte qu'elle est allée trop loin et tente de s'excuser, mais il est trop tard et il s'en va sans se retourner. Le lendemain, Migi dit à Shin que Kana est désormais capable d'émettre un signal comme les autres parasites, et Shin commence à paniquer car cela pourrait la mettre en danger. Migi dit que le signal ne porte pas loin et demande une grande concentration, elle devrait donc être en sécurité. Mais Shin révèle alors qu'il a déjà tout raconté à Kana pendant que Migi dormait. Il promet que Kana ne les trahira pas, puis demande à Migi de lui montrer sa véritable forme. Migi accepte, ce qui surprend Shin car cela ne lui ressemble pas du tout. Shin décide de voir Kana le lendemain, mais lorsqu'il arrive à la gare, Migi sent soudain 2 parasites à proximité. Shin change rapidement le lieu de rendez-vous et fait semblant d'être au téléphone pour ne pas paraître suspect. Une fois les parasites partis, il appelle Kana, mais elle a déjà laissé son téléphone chez elle. Déterminé à prouver son pouvoir et à se faire remarquer par Shin, Kana décide de le trouver seul en suivant le signal. Au même moment, Migi détecte un signal de parasite provenant d'un bâtiment abandonné et Shin comprend que Kana pourrait s'y diriger, alors il s'y précipite. Par coïncidence, Kana est déjà arrivée sur les lieux et sent quelqu'un qu'elle croit être Shin, mais il s'avère que c'est un parasite se nourrissant d'un humain. Kana panique et tente de s'enfuir alors que le parasite la voit, mais il l'attaque et la blesse au bras. Kana croit toujours que Shin viendra la sauver comme dans ses rêves, et Shin arrive effectivement, mais il est trop tard. Elle reçoit un coup de couteau en plein cœur au moment même où elle le voit, puis s'effondre au sol. Shin est tellement ivre de rage qu'il s'enferme dans le silence. Il dit à Migi de s'occuper de la défense, puis se rue sur le parasite, le projette à travers le mur et le tue en lui arrachant le cœur. Il se précipite ensuite vers Kana et la prend dans ses bras, mais elle a déjà perdu trop de sang pour survivre. Kana sourit et dit qu'elle savait qu'il viendrait et que c'est exactement comme dans son rêve. Elle meurt le sourire aux lèvres, tandis que le cheveu de Shin qu'elle avait enroulé autour de son doigt se brise doucement. Shin est dévasté par sa mort, mais il se trouve toujours incapable de pleurer. Quelques jours plus tard, il assiste aux funérailles de Kana et reste calme tout au long de la cérémonie. La police est également présente et fait signe à Shin car ils l'ont déjà interrogé plus tôt puisque c'est lui qui a trouvé le corps. Il ne dit pas grand-chose et les flics comprennent pourquoi il ne les apprécie pas. Cependant, ils commencent alors à se demander qui a tué le parasite responsable de la mort de Kana.
Pendant ce temps, Shin rentre chez lui et ne cesse de se culpabiliser pour la mort de Kana, mais Miji lui dit que sa mort n'était qu'une question de temps. C'est alors que Mitsuo arrive, l'air dévasté et échevelé. Il demande à Shin pourquoi il n'a pas protégé Kana et pourquoi il a l'air si calme même après sa mort. Sans attendre de réponse, Mitsuo lui assène un coup de poing et Shin tombe à terre. Mitsuo le relève et continue de le frapper en hurlant que c'est par la faute de Shin que Kana est morte. Il lui demande pourquoi il ne pleure pas du tout et crie sur Shin, lui demandant s'il est encore humain. C'est alors que Shin craque et frappe violemment Mitsuo. Il crie qu'il ne sait pas s'il est un humain, puis demande pourquoi les humains doivent être si fragiles. Avant que les choses n'empirent, Shin s'empêche de frapper à nouveau Mitsuo et s'en va. En marchant, il continue de se demander pourquoi il ne peut pas pleurer et pense que Miji a peut-être pris le contrôle de son cerveau sans même qu'il s'en rende compte. Il se rend dans un parc et commence à se frapper la tête contre un arbre, mais Miji l'arrête. Shin voit que son sang est toujours rouge, mais il n'est plus sûr que cela suffise à dire qu'il est encore humain.